Et avant de vous présenter mon invité ce matin, je vous parle de ce qui nous attend pendant, je dois dire, nos moments de discussion. On va évoquer le 65e sommet des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO. C'était le dimanche dernier. Ils ont eu à parler de beaucoup de choses, notamment relancer le débat sur la monnaie unique, l'éco, avec ce deadline de 2027. On verra bien si les éléments sont réunis dans le contexte actuel après les incessants reports observés par le passé. On va parler aussi de cette reconduction de Bola Tinubu, le président nigérien, à la tête de l'organisation sous-régionale. Nos débats, c'est d'environ une trentaine de minutes. On n'en est pas encore là, hein? On est justement à l'escale invité. J'ai appelé pour vous ce matin Lucette Hueto, drépanocytaire et promotrice d'une activité justement de lutte contre cette maladie-là. Madame Hueto, bonjour. Bonjour, Monsieur Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Alors, il y a un regard, hein, allons tout droit au but, il y a un regard qu'on porte sur les personnes qui sont porteuses. Permettez-moi de faire cette répétition, cette affection. Mais en même temps aussi, on a quand même de plus en plus de communication autour de la maladie. Mais est-ce que le regard a changé quelque peu? Un tout petit peu, Ah ouais? je dirais. Mais pas de façon approfondie, mais il y a quand même une certaine amélioration par rapport au sujet. Les gens vous acceptent maintenant? Ou les gens vous voient comme normal maintenant? Et, ça, c'est encore à travailler. Ah oui? Oui. Est-ce que c'est pas parce que vous aussi, je dois dire, les familles, les personnes qui sont porteuses aussi sont un peu fermées sur elles-mêmes et ne parlent pas beaucoup? Si, effectivement, parce que la peur est toujours là de s'exprimer par rapport à la maladie, de s'affirmer, oui, je suis telle. Et pour ces raisons précises, il manque de l'assurance par rapport à ça. Ok. Donc, nous travaillons toujours. Il y a le côté psychologique, il y a quand même une certaine amélioration. La dernière fois, j'étais avec un docteur psychologue qui accompagnait, qui proposait ses services et qui accompagnait les malades, enfin, les personnes atteintes de cette maladie à s'accepter ainsi et voir la vie autrement. Donc, il y a quand même du travail et une certaine amélioration par rapport C'est déjà ça, le travail. S'accepter d'abord. Oui. J'ai l'impression que c'est difficile. C'est parfois difficile parce que, prenons l'exemple de la camaraderie, par exemple. Lorsque nous sommes tous regroupés, nous sommes au cours d'une activité. Tout à coup, subitement, il y a un malaise. Peut-être les maux de tête qui vont dévier sur les douleurs. Et on n'arrive pas forcément à s'exprimer et dire j'ai mal. Alors que nous sommes dans une communauté où normalement on devrait pouvoir dire On doit pouvoir s'exprimer quand on a mal. Exactement. Et surtout avoir du secours. Oui. Est-ce que c'est pas parce que justement les gens manquent d'informations sur ça que parfois, même quand la personne fait une crise, on a du mal à lui apporter assistance? Oui. Les gens sont peu informés ou refusent d'être informés. Parce que Comment est-ce qu'on peut refuser de s'informer? Oui, moi je dirais qu'on refuse parce que puisque les gens ne vivent pas forcément la situation, Oui. ils ne sont pas forcément aptes à accepter cela. Pour eux, avoir des douleurs, c'est peut-être juste des maux de tête. Les maux de tête, ça va passer. Ou peut-être un malaise. Pour eux, c'est que ça va passer d'un instant à l'autre. Mais la réalité derrière les crises ou la douleur musculaire ou articulaire est totalement différente. Ah ouais. Donc, lorsque ça vient, c'est parti pour une période de 1 mois, 2 mois parfois. Ah oui, hein? En plus des rééducations, ça peut aller jusqu'à 3 mois, 4 mois. C'est quoi? Ça fait si mal et ça prend autant de temps? Oui. Ça fait si mal? Oui, ça fait mal. Et pourquoi une rééducation? Parce que lors de la crise, les os, puisqu'on n'arrive pas à bouger facilement, les os s'atrophient. Ok. Donc, il va falloir faire des rééducations musculaires ou articulaires pour pouvoir réapprendre au final à bouger de façon normale et à retrouver le contrôle de ses membres.
Est-ce que la maladie est facile à prendre en charge dans le contexte béninois là? Non. Pourquoi? Déjà, il faut une certaine, je dirais, une certaine force mentale. Et puis ensuite, faudrait que les finances soient quand même assez... Ah, c'est très coûteux ça, hein? C'est coûteux. Ah bon? C'est très coûteux. Il faut des analyses, il faut quoi pour que ce soit aussi coûteux? Bon, la prise en charge en elle-même est assez coûteuse. Les analyses, effectivement, mais l'analyse ne vient pas directement parce que là, maintenant, l'urgence des médecins serait de calmer la douleur et d'aider le patient à se retrouver. Donc, du coup, l'hospitalisation a un coût. Je sais pas, les médicaments ou les injections ont un coût. Peut-être, si la crise, par exemple, est aiguë, parfois le patient va jusqu'à une transfusion sanguine ou être mis sous oxygène. Donc, il y a plusieurs types de prise en charge. Mais la prise en charge basique, en elle-même, déjà, a quand même un certain coût élevé parce que les médicaments qu'il faut acheter pour pouvoir, par exemple, injecter à l'enfant pour que la crise se stabilise et se calme, a quand même un certain prix. Et il y a plusieurs parents quand même, plusieurs personnes atteintes qui n'arrivent pas à avoir accès à ces soins. Alors, j'ai lu un article dans Fraternité qui fait un lien entre la maladie et la saison pluvieuse. Il y a vraiment un lien là? Je dirais qu'il y a un lien Oui. à cause de l'humidité de la saison. Ok. L'humidité qui n'est pas favorable à notre situation et qui fait que la plupart du temps, les crises se déclenchent, et accompagnées peut-être du palu, parce qu'avec les pluies, il y a beaucoup de moustiques. Ouais. Donc, c'est une situation qui se converge. Bah, on doit se dire qu'à l'hôpital, ça se passe un peu plus normalement, non? On vous accepte un peu plus normalement que la vie sociale traditionnelle africaine. Oui, bon, à l'hôpital, ils n'ont pas vraiment le choix. Ah bon? Que de vous accepter? Bon, moi, je dis les choses comme ça, mais disons que c'est parce qu'ils ont l'habitude. Ok, de voir tout ça passer. Ils sont habitués à voir ça, à voir cela, donc doit traiter les crises, des situations d'urgence. Est-ce que je dois dire, la médecine traditionnelle vous aide, a des solutions pour vous? Oui. Vous avez exploré? Oui, j'ai exploré. Quel genre de solutions? Oh, les plantes, les racines. Et puis, il y a une certaine plante que j'ai découverte. Ok. Et qui accompagne ça guérit la maladie ou... Non, la maladie n'est pas guérissable. Ah, d'accord. Elle n'est pas guérissable, elle est à vie, mais avec les traitements aussi bien modernes que traditionnels, on a quand même la capacité de calmer quand même les douleurs ou de prévenir les crises sur un certain temps. En moyenne, les crises surviennent combien de fois par an comme ça pour quelqu'un qui est vraiment atteinte de façon chronique? Bon, par exemple, moi, lorsque j'étais enfant, je faisais mes crises au moins tous les ans. Chaque année? Chaque année. Je faisais les crises chaque année, mais en grandissant, c'est passé de chaque année à tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Et ça va de mieux en mieux maintenant, non? Oui. De façon... On tient le coup, on essaie de ne pas avoir des crises. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on a une affection qu'on doit porter toute sa vie? À un moment donné, on n'a pas le choix, on doit accepter. On accepte et on n'est pas forcément à l'aise avec. Le bien-être mental joue beaucoup, le bien-être affectif joue beaucoup. Et c'est vraiment un travail psychologique qu'on doit faire sur nous-mêmes pour pouvoir déjà, comme je disais tout à l'heure, nous accepter et accepter de faire face à la vie et de continuer notre chemin du mieux qu'on peut. Et j'imagine que la famille souffre beaucoup plus que vous-même.
Oh, la famille souffrira. La famille souffre. Ouais. Ils souffrent psychologiquement parce que ils nous voient dans un état critique, avec peut-être pas assez d'espoir pour que nous sortions de l'hôpital. Et nous portons les deux, la douleur psychologique et la douleur physique. Ça doit être difficile, ça. Et vous avez décidé, vous en tout cas personnellement, d'en parler de plus en plus. Vous avez initié, je dois dire, un projet à ce propos. De quoi est-ce que ça parle? Le projet en question parle de vernissage. Un vernissage, j'utilise mon côté artistique. Il faut dire que vous êtes auteur et dessinatrice aussi. Oui. Alors, je me suis dit pourquoi ne pas mettre cette compétence à service. Donc, j'ai organisé un vernissage, une collection de 10 toiles que je suis en train d'exposer un peu partout dans Cotonou. Et cette semaine, je ne prévois rien cette semaine. La semaine prochaine, ce sera au SCOP. Et le but de l'événement ou de vernissage, c'est de pouvoir collecter des fonds. De pouvoir collecter des fonds qui seront redistribués à l'hôpital en question. Ça, c'est un projet un hôpital sur le territoire national, c'est ça? Sur le territoire national, l'ex-CPMI, enfin, l'hôpital qui prend en charge les personnes atteintes, et aussi d'accompagner des associations qui luttent contre contre la maladie. Ouais. Pour les encourager, pour nous encourager et pour donner quand même de l'espoir aux personnes atteintes de la drépanocytose et leur dire que rien n'est vraiment perdu. C'est vrai que nous luttons jour et nuit, quotidiennement, à chaque instant, en essayant de ne pas avoir mal, mais nous pouvons nous accrocher à nos rêves, à ce que nous avons envie de faire pour évoluer et vivre de façon tout à fait normale, hormis les petites défaillances de la santé. Depuis quand ça a commencé? Le vernissage. Oui, le vernissage. Le vernissage a commencé le 19 juin dernier. Et ça, nous allons terminer le 19 juillet. Enfin, le 19 de ce mois. Et nous comptons faire une soirée caritative autour du 10 août prochain. Donc, mobiliser toujours les énergies. Hein. Est-ce que les gens contribuent déjà? Vous recevez déjà beaucoup d'argent? Non, j'espère recevoir. Ça n'a pas commencé? Non, ça n'a pas commencé. Du moins, je n'ai pas encore lancé les ventes. Ok. Je n'ai pas lancé les ventes. Les tableaux seront vendus? Oui. Ok. Les gens s'intéressent? Les tableaux parlent de quoi concrètement? La nature, l'amour, la poésie ou la femme, ou je ne sais pas trop quoi, moi. Vos tableaux parlent de quoi? Bon, les tableaux expriment l'aspect psychologique des personnes atteintes de la maladie. La façon dont ils voient le monde, c'est assez... C'est différent de comment est-ce que nous on voit le monde. Il est beau, il est... Oui, justement, il est beau, mais à des moments donnés, on le voit très lugubre. Ah bon? Carrément, hein? Un mot pour finir, Lucette Rueto. Oui. Un mot pour finir cet entretien. Déjà, je vous remercie de m'avoir accueilli sur ce plateau et je demande, plutôt j'espère que ceux qui entendront ce message puissent prêter oreille et nous accompagner dans la lutte contre la drépanocytose. C'est vrai que c'est pas guérissable, mais avec un peu d'effort, on peut aider de façon psychologique afin que nous nous sentions mieux acceptés dans la société et par nous-mêmes également. Donc, merci beaucoup. Merci à vous aussi d'être passé par ici. Lucette Rueto, drépanocytaire et promotrice d'une activité pour lutter contre cette maladie, surtout
porter un coup de main à toutes ces structures et personnes, ma foi, qui travaillent à réduire, je dois dire, les peines de ces personnes porteuses de cette affection de malformation génétique. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à vous aussi. Merci. Allez, mesdames et messieurs, voici les sports à présent.